Et donc me dire que ça, c'est infiniment plus cher que ce qui va constituer à créer la structure de support, ajuster les isolants, mettre le pare-vapeur, jointoyer le pare-vapeur, le raccorder à la structure, créer la surépaisseur, poser le parement, faire le jointoiement, faire le ratissage général, faire la peinture en 2 ou 3 couches, et bien là, je dis que celui qui affirme ça n'a jamais fait de chantier. Parce que s'il en avait fait, il saurait que c'est infiniment plus long. Et donc, qui est plus long, dit plus coûteux. Et donc, je m'inscris en faux. Ça n'est pas vrai qu'une isolation soit moins chère qu'un correcteur thermique. C'est même totalement le contraire. Dans cette vidéo, nous allons aborder la comparaison des coûts d'une isolation comparée à une correction thermique. Alors j'entends souvent, c'est infiniment plus cher de faire une correction thermique que de faire une isolation. Et en règle générale, quand je creuse, je me rends compte que cette affirmation tient au fait que les gens comparent le prix d'achat d'un isolant, 15 cm, 20 cm d'épais, peu importe sa nature, un isolant seul, sorti du contexte général, de la solution générale, et il compare ça avec le coût global de l'achat du liant, que va être la terre, ou que va être, si on achète la terre, ou que va être la chaux avec éventuellement un peu de sable, et de l'agrégat qu'on va leur ajouter, qui vont être la paille d'un côté ou la chaîne-vote de chanvre de l'autre. Alors il est vrai que si on s'en tient là, si on prend par exemple le pire du pire, chaîne-vote de chanvre plus chaud plus sable, on va regarder ce qu'on a comme consommation au mètre carré. En plus, très souvent, la comparaison, les gens la font avec 15 cm de correcteur thermique, ce qui est une aberration totale, ce qui ne sert strictement à rien, puisque ça serait essayer d'amener le correcteur thermique à devenir un isolant, ce qu'il ne sera jamais. Il n'aura jamais le lambda pour le faire. Il ne fonctionne pas sur ce principe-là. Alors, bon, je comprends que certains artisans aient envie de vendre 15 cm d'épais quand ils viennent, qu'ils mettent leur machine en route, etc. C'est leur problème. Mais moi, spécialiste de l'isolation et de la correction thermique, car j'en ai fait, je dis que ça n'est pas nécessaire et que ça peut même être contre-productif de mettre très épais. Donc il faut comparer effectivement, si on s'en tient aux fournitures, mais on va voir qu'on ne va pas s'en tenir à ça, 15 cm d'isolant à 4 à 5 cm de correction thermique. Et là déjà, ça va quand même changer un peu la donne. Mais malgré tout, on va avoir un coût de fourniture qui va encore être plus important, plus élevé. Alors ça serait supposer que on prend de l'isolant, on le met contre le mur, il tient tout seul, on n'a pas besoin de support, on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre, on va pouvoir coller le parement dessus, etc. On sait tous que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'une isolation ? C'est le plus souvent, soit un polystyrène, soit un polyuréthane, que là, effectivement, on peut coller, mais on a vu dans plein d'autres vidéos que dans pas mal de cas et de types de murs et de typologie d'habitat, ça n'est pas du tout adapté, pas du tout. Pas du tout adapté en tant qu'isolant, si, mais en tant qu'approche globale, perspirance, gestion des remontées capillaires, etc., pas du tout. Donc on va exclure ça. Pour moi, c'est en tout cas mon approche à moi. Et en ce qui concerne l'isolant, donc, il faudrait s'en tenir à des isolants fibreux qui précisément vont permettre aux remontées capillaires de migrer, permettre à la perspirance de s'opérer, etc., etc. Donc, si on s'en tient à un isolant fibreux, eh bien, il ne peut pas se satisfaire à lui-même, à l'exception d'une laine de bois extrêmement dense et qui pourrait recevoir un enduit de finition mince. Mais dans tous les cas de figure, il ne sera pas réellement à ce moment-là correcteur thermique, il sera
Entre les deux, ça sera un autre type d'approche. Je ne veux pas dire que ça ne marche pas, mais simplement, c'est pas de ça qu'on parle quand on parle de correction thermique. Et donc, le complexe isolant le plus souvent que l'on rencontre, c'est un isolant fibreux léger, de telle sorte à ce qu'il dispose d'un lambda correct, qu'il ait une perspirance correcte, qu'il permette la migration de la vapeur d'eau pour s'en tenir aux sujets principaux. Et donc, cet isolant va fonctionner par emprisonnement d'air rendu captif. Donc là, vous avez plein de vidéos sur la chaîne. Nous vous mettrons des liens dans le descriptif. Vous avez des liens dans le descriptif. J'ai également écrit des articles là-dessus. Les liens sont également dans le descriptif. Et donc, cet isolant fonctionne par emprisonnement d'air aussi longtemps qu'il reste sec. Donc, pour qu'il fonctionne bien, sur le plan de l'isolation pure, il faut lui adjoindre un pare-vapeur. Et là, on va tout de suite casser le mythe. Les isolants vendus en panneau avec un craft dessus, dont tout le monde, ou beaucoup encore, disent que c'est un pare-vapeur. Non, c'est un pare-poussière, ou c'est un truc qui est plutôt fait même pour éviter que ça gratte trop quand on le travaille. C'est tout sauf un pare-vapeur. Un pare-vapeur, on doit en connaître la valeur SD, et là, aucun fabricant ne donne la valeur SD de cette membrane. Donc, on l'oublie en tant que pare-vapeur. Un pare-vapeur, donc, il doit permettre la gestion de la vapeur d'eau, de telle sorte à ne laisser entrer dans l'isolant que ce que l'isolant est en capacité de laisser sortir sans apparition de point de rosée dans l'épaisseur du matelas isolant. Faute de quoi, on aurait de l'eau dans l'isolant et le lambda de l'eau n'est pas du tout le lambda de l'air. Donc, nécessité absolue d'un pare-vapeur. Un pare-vapeur, c'est une membrane. Et cette membrane, elle doit être tenue par quelque chose. Donc, ça veut dire que l'isolant, on doit lui adjoindre un support qui va à minima recevoir le pare-vapeur. Mais il ne va pas recevoir que ça. Il va recevoir le parement final, mais ça, on va y venir un petit peu plus loin. Pour être efficace, un pare-vapeur doit être posé en continu, non percé, non déchiré, les laits doivent être jointoyés entre eux et l'ensemble du pare-vapeur doit être raccordé à la structure. Ça, ce sont les règles de l'art. Ça veut donc dire que dès lors qu'on va avoir besoin de faire circuler des gaines, des tuyaux et autres pour la plomberie, le sanitaire, pour l'électricité, pour les basses tensions, etc., on a un tas de tuyaux qui se baladent partout. Et donc ces tuyaux, on ne doit pas, ces réseaux, on ne doit pas les faire passer dans l'épaisseur de l'isolant ou derrière l'isolant et leur faire traverser le pare-vapeur pour pouvoir venir à notre service à travers le parement. Parce qu'à ce moment-là, notre pare-vapeur n'est plus non percé, non déchiré, il n'est plus joint, il n'est plus en continu et on risque d'avoir des fuites ponctuelles. Alors, des fuites, des passages d'air, des dépressions, etc. Donc, tout petits points délicats qui vont faire chuter la performance. Et additionner les uns aux autres, ces petits points peuvent diviser par 2, par 3 la performance globale de l'isolant. Et donc, c'est exclu de pouvoir se permettre ça. Alors, bien sûr, on a des gens qui nous disent « Ouais, mais tu peux mentionner les gaines électriques, par exemple. Hein. On a des boîtiers étanches, etc. » Oui, bien sûr. Et les 2 trous par lesquels on va mettre les fiches de notre raccord électrique, bah non, c'est pas étanche. Donc, non, ce sont de mauvaises solutions. Ce sont des emplâtres sur des jambes de bois. Donc, pour être correctement fait, on ne doit pas faire autrement que faire circuler tous ces circuits dans un espace, ce que moi j'appelle une chambre d'air, qui est entre le pare-vapeur et le parement. Donc là, il faut créer une épaisseur supplémentaire. Ensuite, on a le parement. Et ce parement, ça va être un placo, ça va être un fermacelle, ça va être un placo, une feuille de plâtre cartonnée. Hein, on va pas donner de marque, bon, encore que tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de placo. Ça peut être un lambris, ça peut être plein de choses. Mais donc, vous voyez, si on doit comparer, c'est ça qu'on doit inclure dans un isolant, c'est-à-dire l'isolant lui-même, les supports
que vont être soit des rails métalliques, un système rail, montant, etc., soit un système identique ou équivalent mais en bois. Ça va être le pare-vapeur qu'on va mettre dessus, ça va être la surépaisseur qu'on va créer pour balader les réseaux, ça va être le parement que l'on va poser. Le parement, si c'est une feuille de plâtre cartonnée, il va falloir le jointoyer, il va falloir faire un après. Si c'est un fermacelle, il va falloir traiter les joints. Et qui a posé du fermacelle et veut un aspect lisse, c'est que il faut ce qu'on appelle un ratissage général. Et donc, toutes ces fournitures-là vont effectivement représenter l'enveloppe à débourser au mètre carré pour faire une isolation. Et ça doit être comparé effectivement à ce qui va être nécessaire pour faire le correcteur thermique. Donc on y revient, prenons le plus coûteux des deux stars, donc à savoir chanvre chaud. Il va falloir de la chaux, il va falloir de la chènevotte de chanvre, et un peu de sable éventuellement. Donc il y a plein de formules différentes, mais bon, voilà, ça c'est les composants. Pour 4 cm d'épais. Et si on veut avoir quelque chose de très bien, tel qu'on l'a vu dans les autres vidéos, eh bien il va falloir qu'on fasse un enduit final lourd de quelques millimètres à 1 ou 2 cm. Donc soit un mortier chaud sable, soit un enduit terre avec 2 ou 3 couches selon le niveau de finition qu'on veut avoir. Et donc, voilà les deux choses qu'on doit comparer. C'est ça, au niveau des fournitures. Et maintenant, si on doit y ajouter la main-d'œuvre, alors là, lorsqu'on fait le correcteur thermique, on passe d'abord nos circuits contre le mur, on place tous les boîtiers de raccordement de telle sorte à ce qu'ils soient réglés pour venir au droit de la finition du parement final que va être notre enduit lourd. Et donc, on va faire notre correcteur thermique, on va mettre l'enduit lourd en 2 ou 3 couches, et c'est terminé. On a fini. Et donc, me dire que ça, c'est infiniment plus cher que ce qui va constituer à créer la structure de support, ajuster les isolants, mettre le pare-vapeur, jointoyer le pare-vapeur, le raccorder à la structure, créer la surépaisseur, poser le parement, faire le jointoiement, faire le ratissage général, faire la peinture en 2 ou 3 couches, et bien là, je dis que celui qui affirme ça n'a jamais fait de chantier. Parce que s'il en avait fait, il saurait que c'est infiniment plus long. Et donc, qui est plus long, dit plus coûteux. Et donc, je m'inscris en faux. Ça n'est pas vrai qu'une isolation soit moins chère qu'un correcteur thermique. C'est même totalement le contraire. Pour être exhaustif, maintenant que nous avons abordé les coûts de fourniture, les coûts de réalisation, il y a un troisième point à prendre en considération qui, lui, par contre, est rarement pris en considération. C'est le temps pendant lequel on ne va rien faire. Alors on dirait que ça ne coûte rien le temps pendant lequel on ne fait rien. Bah si, ça coûte parce qu'on n'avance pas forcément. Donc c'est quoi ce temps? Si on fait une isolation et qu'on va travailler avec des matériaux réputés secs, c'est comme ça qu'on les qualifie. Donc on a un isolant fibreux, on va mettre le pare-vapeur, on va mettre le parement, etc. Et là, on peut, si on enchaîne bien les choses, en quelques jours, quelques semaines, même pas quelques semaines, vraiment quelques jours, le plus long, ça va être la réalisation des joints et du ratissage parce qu'il y a un temps de séchage, mais c'est quelque chose qui va être fait dans un temps vraiment peu important. Par contre, dès lors qu'on parle de correcteur thermique, on travaille des matériaux humides, mouillés, et qui ont nécessité, pour la chaux par exemple, de faire une carbonatation, mais aussi de faire une prise hydraulique, puis de sécher. Pour la terre elle-même, de sécher. On va refaire des enduits lourds dessus qui vont nécessiter aussi du temps. Et il y a une blague ancienne que certains ont peut-être encore en mémoire, c'est l'histoire du fût du canon. Combien de temps faut-il pour le refroidissement du fût du canon? Eh bien, il faut le temps nécessaire. Donc, voilà, la réponse que l'on peut faire, c'est le temps nécessaire. Mais par contre, on peut affirmer une chose, le temps nécessaire pour ça est infiniment plus long
soyons clairs, il faut être honnête jusqu'au bout, va être infiniment plus long que de travailler. Les parements, qu'ils soient les plus longs, vont être fermacelles et placo avec les joints, donc le jointoiement, plus le ratissage si nécessaire. Donc ça peut être long. Par contre, on va avoir la peinture, qui là devrait se rajouter, alors qu'on ne l'a probablement pas, je dis probablement pas, parce que on peut aussi faire un badigeon sur un enduit à la chaux, ça c'est parfaitement possible. Mais malgré tout, et quand on prend tout en considération, il est plus long. Il faut envisager un temps plus long, et en tout cas, un avancement sur le chantier qu'on ne maîtrise pas par avance. Parce qu'il va dépendre de la météo, il va dépendre de la saison à laquelle on travaille, etc. Et donc, ça, c'est très bien expliqué par Nina, par exemple, dans une vidéo. On va vous mettre le lien également, pour que vous ayez vraiment toutes les infos. Et avec toutes ces infos-là, vous pourrez poser un choix éclairé.